Imaginez, vous adorez faire des statistiques. Tableau Excel, croisement d'informations, granularité des données, etc. Et je vous propose une mission. Analyser le profil des visiteurs de notre site web. Vous avez carte blanche pour mettre tous les moyens nécessaires que vous considérez utiles. Si vous aimez les stats, vous allez trouver cette mission absolument géniale. Vous allez vous y investir corps et âme, en semaine, le week-end, au bureau, à la maison. Vous serez à un niveau de mobilisation maximal. Et après quelques semaines, vous revenez vers moi avec une première salve de résultats. Je les prends sans les regarder et je les mets sur le côté. Merci, continuez comme ça. 2 semaines plus tard, vous revenez me voir avec d'autres résultats et puis avec une découverte sur un signal faible, un profil atypique qui pourrait être valorisé. Merci, continuez comme ça. Adam Smith nous traite d'égoïstes. Taylor nous traite comme des égoïstes. Le libéralisme nous traite par des égoïstes. Il est donc normal de considérer que nos motivations sont d'abord et avant tout la vision égoïste de l'homme nous vient principalement de la culture protestante. Angleterre, États-Unis, mais aussi Allemagne avec Max Weber qui développe l'idée que nous sommes des êtres rationnels. Mais c'est une rationalité toute personnelle qu'il nous propose, puisqu'elle a les caractéristiques de l'égoïsme d'une part et du conséquentialisme et de l'instrumentalisme de l'autre. Il considère que même l'altruisme est une source purement égoïste. Et c'est bien de cette vision égoïste de la nature humaine qu'est né le concept d'Homo economicus. Alors oui, l'homme est égoïste par nature. C'est du moins ce que l'on peut considérer si on lui retire toute capacité de décision. D'un point de vue purement biologique, l'homme, en tant qu'animal, cherche à tout instant à maintenir son équilibre vital. Et tous ses actes prendront cette exigence en considération, quel qu'il soit. Même un acte de bravoure ou d'héroïsme pourra, dans ce paradigme, être considéré comme la volonté d'éviter la souffrance psychologique de l'absence d'une action. Le problème est que cette part de décision qui nous motive n'est pas générée par notre conscient. C'est une mécanique automatique qui fonctionne dans le seul but de nous maintenir en vie dans les meilleures conditions. Dès lors, il s'avère totalement faux de considérer que notre égoïsme naturel et biologique est un choix rationnel. Il n'est pas rationnel, puisqu'il n'est même pas conscient. Et nous ne sommes pas les instruments d'une puissance supérieure qui nous emploie à réaliser son œuvre sur Terre. Non, non. Nous avons un libre arbitre et nous l'utilisons tant que possible. Alors une petite parenthèse sur le libre arbitre. Je suis profondément déterministe. Je suis convaincu que notre libre arbitre n'est qu'une illusion et que tous nos actes sont la conséquence d'autres actes et d'autres décisions qui en sont la cause. Mais je suis aussi convaincu que ce déterminisme n'est pas à notre portée rationnelle. Nous ne sommes pas capables, pour l'instant en tout cas, de l'analyser, et encore moins de le prédire. C'est donc un déterminisme purement théorique qui nous sert à animer nos longues soirées d'hiver au coin du feu, lorsque notre imaginaire se persuade qu'il est en mesure de contrôler l'avenir. Le libre arbitre, tout comme le hasard, la chance, le choix, la volonté, toutes ces choses sont des concepts valides dans un monde où l'on n'est pas capable d'ouvrir la boîte de Schrödinger. Cette idée de l'homo economicus rationnel et égoïste est encore extrêmement présente dans les théories économiques et surtout dans les techniques de vente. 2 pour le prix d'un! Dernier jour pour les bonnes affaires! Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis le concept de la motivation a été imaginé par des experts de la vente. Il est tout à fait normal que cette approche individualiste et égocentrée reste très présente dans les techniques de motivation des individus. Et il suffit pour s'en convaincre de voir à quel point on nous porte en exemple le monde du sport. Le dépassement de soi, la gagne, le leadership. Oui, mais que fait-on de ces exemples quand on parle de service à la personne? À quoi ressemble un leader lorsqu'il s'agit de travailler pour un monde meilleur? Est-ce toujours celui qui gagne qui a de la valeur? L'autre approche de la motivation est celle qui met le collectif au centre de l'équation. C'est une approche directement liée à l'identité sociale et au besoin d'appartenance. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Nous avons besoin de nous identifier à une communauté. Nous avons besoin de reconnaissance de nos pairs.
C'est un besoin vital, hein, c'est une nécessité. Et en effet, c'est aussi directement lié à notre nature biologiquement égoïste. Parce que celle-là, nous ne pouvons pas nous en séparer. Elle fait partie de nous, et c'est tant mieux puisqu'elle nous maintient en vie. Alors si l'approche individualiste utilise les leviers des différentes théories sur la motivation, l'approche sociale va quant à elle jouer sur les leviers de l'influence des groupes et des individus au sein des équipes. Et je n'aurai aucun mal à vous démontrer la puissance des influences sociales sur la motivation. On les retrouve partout et on en parle énormément puisqu'ils sont très souvent à la une des journaux lors des rassemblements et des manifestations. Mais si les effets de ces influences sont plus souvent démontrés par des tournures violentes ou manipulatrices, c'est un peu vite oublié à quel point elles sont efficaces pour faire le bien et pour produire de la performance. Faire un travail pour soi est une chose, faire un travail pour l'équipe en est une autre. Souvenez-vous de mon exemple en introduction. Vous faites le travail que vous aimez le plus, mais tout le monde s'en fout. Vous êtes en pleine motivation intrinsèque, vous travaillez par pur plaisir, mais sans finalité, sans reconnaissance extérieure. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler un bullshit job, non? Maintenant, imaginez que vous n'aimez pas faire des statistiques. Vous détestez Excel, vous n'y comprenez rien au tableau croisé. Mais moi, j'ai absolument besoin que vous fassiez ce job. Je suis même prêt à vous offrir une formation pour vous aider. Et ce job n'est pas seulement utile pour moi, mais pour toute l'équipe à laquelle nous appartenons. Tout le monde vous en sera reconnaissant et nous fêterons ensemble la réussite du projet. Alors dans ce cas, motivation intrinsèque, 0. Par contre, motivation extrinsèque, 200%. Votre motivation sera sans doute plus lente à démarrer, mais les remerciements, les encouragements et les signes de reconnaissance vous donneront l'énergie et la motivation pour prendre plaisir, non pas forcément dans ce que vous faites, mais bien dans ce pourquoi vous le faites. Votre travail a du sens, votre rôle a de l'importance, vous avez de la valeur. Un autre exemple qui, à mon avis, est le plus révélateur d'un changement de paradigme dans les approches motivationnelles en entreprise. Les logiciels libres et open source. Alors si vous avez déjà utilisé un logiciel libre, comme par exemple Drupal, vous avez certainement été étonné du nombre de modules gratuits disponibles. Et ces modules ne masquent pas un coût caché, non. Ils sont gratuits et fonctionnent à 100%. Ils existent parce que des centaines, voire des milliers de développeurs travaillent par plaisir, mais aussi parce qu'ils savent que ce qu'ils font est utile, parce qu'ils en ont la preuve, et parce qu'ils sont fiers de l'améliorer pour mieux répondre aux attentes. Tout cela accompagné de remerciements et d'échanges de coups de main. Et en sachant que ce qu'ils font reste en Creative Commons et ne sera pas détourné à des fins individualistes. Merci. Et des exemples de cette approche sociale de la motivation, il y en a des centaines, des milliers peut-être. Nous devons changer le regard que nous avons de la motivation. Nous devons stimuler le système. Parce que c'est ça la motivation en entreprise. C'est ça la motivation systémique et c'est ça Motivate Work. Devenir facilitateur en motivation systémique, c'est l'objectif de cette formation de 11 jours qui démarre le 22 janvier prochain. Et vous trouverez toutes les informations sur le site Motivate Work. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve en pleine forme puisque vous et moi, nous savons ce que nous avons à faire. Stimuler le système.